Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cette chaîne des mémoires d'Adrien. Cette vidéo, ça fait plusieurs semaines que je la prépare, que je vous l'annonce, c'est la fameuse vidéo du top 10, mes 10 romans préférés lus en 2023. Alors, plusieurs précisions, d'abord ce sont mes choix, donc évidemment ils sont subjectifs, ils sont personnels, ce sont des romans que j'ai lus en 2023, voilà, ce ne sont pas des nouveautés de l'année 2023. Dernière précision, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, dans ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière vidéo où je vous parlais du pavillon d'or de Yukio Mishima, il y a eu un énorme souci de montage, voilà, souvent je rigole et je rigole de moi-même sur mes qualités pas forcément extraordinaires de monteur, ben ça s'est vu dans cette avant-dernière vidéo où il y a eu un problème, il y a eu le livre du pavillon d'or et à chaque fois que je voulais mettre des images par-dessus, en fait elles allaient par derrière. Catastrophique. Je m'en suis rendu compte après, au moment de la mettre sur YouTube, c'était trop tard et puis c'est pas très grave. Puis vous voyez, on en rigole, c'est l'occasion de reparler de ça. Mais, alors, pour cette vidéo exceptionnelle, ça fait depuis plusieurs vidéos qu'il n'était pas apparu, qu'il n'était plus là, et certains me l'ont réclamé, certains ont dit, c'est dommage qu'il n'y a plus le fameux générique, et ben voilà, on va y remédier de suite avec l'historique, le générique historique et classique de cette chaîne, le Shorieri Minsosen de Eramun Martikorena. Allez, c'est parti. Générique, on se retrouve après avec donc les 10 romans que j'ai préférés en 2023. Moi je vous laisse avec le générique et je vais chercher les livres. Shorieri Minsosen Shorieri Minsosen Minsosen erekari Oianeko suaitserita Serogo isarreri Minsosen aiseari Shorobaten satsaukaten Shorieri Minsosen. Et le numéro 10 de ce classement, le premier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Michel Strogoff de Jules Verne. Alors, j'essaierai de ne pas être trop long sur chaque roman. Un, parce qu'il y en a, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, et deux, parce que c'est pas l'idée de cette vidéo d'être trop long, mais vraiment de vous les présenter rapidement et de vous expliquer pourquoi j'ai aimé. Ben voilà, Michel Strogoff, Jules Verne, c'est le voyage. C'est épique, c'est héroïque, c'est génial. Alors, Jules Verne, c'est pas la plume du 19e siècle que je préfère. Je trouve qu'il écrit vraiment de manière très basique, mais pour autant c'est efficace, c'est super efficace, et vous lisez ça ado, vous êtes entraîné dedans. J'ai lu ça bien plus tard que mon adolescence, plus de 20 ans après, mais j'ai quand même beaucoup aimé, j'étais entraîné dedans dans cette aventure, enfin voilà, j'ai adoré, et j'ai beaucoup ri aussi avec les deux personnages des journalistes, le français et l'anglais, où c'est excellent. À la fois, c'est dans le contexte en plus, le français et l'anglais qui s'entendent plus ou moins cordialement, et à la fois cette rivalité franco-anglaise qui se sent dans le rapport entre les deux, où chacun veut trouver son scoop, et puis petit à petit, des liens vont se nouer entre les deux, des liens d'amitié. Voilà, j'ai trouvé ça excellent, ces deux personnages qui font le sel également de ce roman. Numéro 9, c'est La Dame de Montsoreau de Alexandre Dumas. C'est pas mon Dumas préféré, c'est pour ça qu'il n'est que 9ème, parce que moi j'adore Alexandre Dumas, donc mes Dumas préférés, forcément, ils seraient dans le top du classement. Là, c'est pas mon Dumas préféré, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, notamment sur les petites histoires de cours qui ne m'intéressent pas forcément et qui parfois sont un peu trop longues. Et il y a des histoires qui pourraient se régler peut-être en quelques dizaines de pages et qui, chez Dumas, là, dans ce roman, se traitent en quelques centaines de pages et c'est dommage. On sent qu'il a poussé, peut-être parce que c'était un roman feuilleton et qu'il voulait durer le plus de temps possible dans le feuilleton, dans la presse, parce qu'à l'époque, des romans sortaient comme ça par chapitre ou par épisode dans la presse. Là, voilà, malgré tout, ça reste du Dumas. Donc même mon Dumas pas préféré, même un Dumas moyen, reste un très bon roman parce qu'il arrive à mélanger la petite et la grande histoire. Là, on est en plein dans la cour de Henri III, avec toutes les rivalités qui s'en suivent, avec les Guises, les protestants, on voit Henri de Navarre, et avec son frère également, Henri III, qui était là et qui ne voulait pas que du bien. Enfin, c'était une époque passionnante, historiquement, dramatique, mais passionnante, et puis une histoire d'amour à côté, une histoire de KPDP, c'est génial, c'est du panache, c'est épique, c'est Alexandre Dumas, et voilà, c'est le numéro 9, La Dame de Montsoreau. Alors, le numéro 8, c'est le seul, je crois, de la littérature contemporaine qui va apparaître dans ce classement. C'est Le Chevalier aux épines, le tome 1, qui s'appelle donc Le Tournoi des Preux. Je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté, le tome 1, donc je vous montre le tome 2 que je dois lire. Voilà, le tome 2 donc, de Jean-Philippe Jaworski, Récit du Vieux Royaume. On revient dans les Vieux Royaumes du génialissime roman Gagner la guerre. Il va un peu à la fin du Moyen-Âge français, au début de la Renaissance italienne. On est dans ce contexte. Et c'est absolument génialissime. Voilà, j'ai eu la chance en plus pour mon podcast de l'interviewer, de l'avoir en interview. Peut-être que je vous le mettrai également sur YouTube, ce podcast, cette interview, pour ceux qui aiment comme moi Jaworski. Et je sais que vous êtes nombreux. Et là, voilà, on est dans une histoire de chevalier et à la fois de complot. Et comme d'habitude avec Jaworski, il arrive à basculer complètement son style
à l'époque qu'il écrit, et là on a l'impression d'être dans un roman de chevalerie de l'époque, on voit le passionné d'histoire qu'il est. C'est absolument fascinant, franchement, il y a une scène de tournoi qui est très très bien racontée dans le premier tome, et là ce tome 2, moi, je l'attends énormément, parce que il se passe quelque chose à la fin du tome 1 que je ne peux révéler et qui, attention, voilà, ceux qui ont lu Gagner la guerre et qui pensent lire cette série un jour, donc du Chevalier aux épines, ne lisez surtout pas le résumé de ce tome 2 parce qu'il va vous gâcher complètement le plaisir du tome 1 et donc l'excitation que vous allez avoir de lire le tome 2. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas fait spoiler avant, cet avertissement, j'espère, va vous aider à ne pas l'être. Voilà, donc le numéro 8, c'était Jean-Philippe Jaworski, le tournoi des preux, donc issu de la série Le Chevalier aux épines, qui sera une trilogie, voilà, si je ne me trompe pas. Le numéro 7, c'est Émile Zola, La conquête de Plassans. Et le numéro 4 de la série des Rougon-Macquart, vous savez, Émile Zola s'est lancé dans une série extraordinaire de 20 romans qui vont suivre l'histoire d'une famille à travers donc la fin du 19e siècle, depuis à peu près la prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, jusqu'à la fin peut-être du Second Empire du 19e siècle. On suit une famille, mais qui a plusieurs branches, donc à chaque fois vous pouvez lire les romans indépendamment, parce que ce n'est pas important d'avoir lu forcément le précédent et de suivre toute l'histoire, mais lorsque vous les suivez petit à petit, on suit cette famille qui est à la fois d'un côté très ambitieuse, de l'autre côté très rabougrie, et puis on va dire des problèmes de névrose qui sont communs presque à tous les membres de cette famille, parce que à l'origine, la genèse de cette famille, l'arrière-grand-mère, l'ancêtre, celle dont est issue toute la famille, était très névrosée et terminera d'ailleurs assez mal psychiquement. Et donc dans cette conquête de Plassans, on revient dans la commune de Plassans, comme dans le premier tome qui était donc la fortune des Rougon qui se passait à Plassans, ensuite la curée et le ventre de Paris se passaient à Paris, et là avec la conquête de Plassans, on revient à Plassans, et on va suivre les aventures de l'abbé Faujas, qui est un prêtre bonapartiste, qui a pour mission, on va s'en rendre compte très rapidement, de reconquérir politiquement la commune de Plassans qui est redevenue légitimiste. Et donc on va suivre donc ce prêtre qui est à la fois très ambigu, très introverti, manipulateur. C'est un personnage vraiment fascinant, l'un de ces personnages de littérature que vous ne savez pas si vous devez l'admirer, le détester, être fasciné par lui. On a plein de sentiments à travers le roman qui viennent en tête lorsqu'on pense à l'abbé Faujas, avec une fin spectaculaire, une fin monumentale. Je vous demande d'ailleurs si vous pouvez avoir la délicatesse, cher lecteur, de ne pas révéler la fin en commentaire. Certains le font parfois. Bon, je comprends qu'on ait envie d'en parler, même si ce sont des romans qui, contrairement aux romans d'aujourd'hui, où certains romans d'aujourd'hui, en fait, ne sont basés que sur le scénario et que sur la révélation finale. C'est ce que j'appelle un mauvais roman. Là, tout se joue pendant tout le roman, donc la révélation finale n'est pas ce qui fait que ce roman est un grand roman, il y a tout qui en fait un grand roman, mais la révélation finale est un petit bonus, c'est la petite cerise sur le gâteau, et donc lorsqu'on la découvre, c'est encore mieux. Donc voilà, la conquête de Plassans, 4e tome des Rougon-Macquart de Émile Zola, donc qui finit 7e. Allez, 6e place, Le Grand Môle de Alain Fournier. Je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne, donc je ne vais pas forcément être très long dessus, mais je la trouve vraiment extraordinaire, cette histoire. Pour moi, c'est toute la littérature, en fait. Le Grand Môle, c'est toute la littérature, c'est l'imaginaire, c'est les histoires d'amour, c'est une histoire d'amitié. Et je vous encourage, un peu comme tout à l'heure, je le faisais avec Jules Verne, à faire lire ça à un adolescent. Il va être plongé dans un autre monde et il va se dire « Ah bah oui, c'est ça en fait. C'est ça le pouvoir de la littérature, c'est de nous permettre cet imaginaire à travers un esprit complètement particulier qui est Môle et son ami. » Et puis, moi, ce qui m'intéresse également, c'est de savoir l'état d'esprit et savoir le ressenti que va avoir votre enfant ou vous-même face à Môle. Moi, ça m'intéresse en commentaire que vous me disiez, est-ce que vous l'aviez apprécié, cet Augustin Môle? Est-ce qu'il vous a fasciné? Est-ce que vous l'avez détesté? Est-ce que vous ne l'avez pas trouvé exaspérant? Je suis très intéressé pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de ce personnage. En tout cas, ce roman est un chef-d'œuvre de la littérature française, un chef-d'œuvre de la littérature tout court. Et donc, c'était tout naturel qu'il apparaisse dans ce top 10. 6e, on va rentrer maintenant dans les 5 premières places. Et je me rends compte que beaucoup de romans de ces top 10 sont des chefs-d'œuvre tout au long du roman, et parce qu'en plus il y a, comme je disais, cette cerise sur le gâteau avec une fin spectaculaire, une fin qui soit nous rend complètement extatique, nous rend mal à l'aise, triste, en colère, joyeux, que sais-je, plein de sentiments. Et là, on est en plein dedans avec le parfum de Patrick Suskind, qui est un roman très déroutant. Tout se base sur l'odorat. C'est déjà une prouesse littéraire incroyable qu'a fait Patrick Suskind en misant tout sur l'odorat, et on a l'impression parfois de sentir les odeurs qui sont décrites avec ce Jean-Baptiste Grenouille qui a l'odorat parfait et qui pourtant lui n'a pas d'odeur.
il ne sent rien alors qu'il a l'odorat parfait. Il va essayer de faire le parfum ultime. Je ne vous raconte pas exactement toutes les horreurs qu'il va faire, vous le connaissez très certainement, soit ce livre, soit le film qui en a été l'adaptation. C'est un monstre, Jean-Baptiste Grenouille. Et là, c'est pareil. Est-ce qu'on est fasciné par ce monstre? Est-ce qu'on le déteste? Moi, franchement, il m'a repoussé tout au long du roman. Et il y a cette fin qui est peut-être l'une des fins les plus incroyables de toute l'histoire de la littérature. 2 fois, par 2 scènes, la fin nous coupe le souffle, nous coupe l'appétit. On est estomaqué par cette fin. Enfin bref, voilà, un roman incroyable. 5e de ce top 10. Le 4e, c'est un petit bijou très court, ça s'appelle Vol de nuit. Alors moi je l'ai là dans l'édition Pléiade de Antoine de Saint-Exupéry, vous savez, l'auteur du Petit Prince. D'ailleurs dans cette édition de la Pléiade on a tous ses romans, on a notamment le Petit Prince avec les illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry. Si vous la trouvez, moi j'ai trouvé en occasion, cette Pléiade, elle est très belle, très facile à tenir, on a vraiment tout Antoine de Saint-Exupéry, à la fois ses essais philosophiques et ses romans, et Vol de nuit, que j'ai lu cette année, que je vous mettrai en photo là pour avoir d'autres éditions peut-être plus abordables que l'édition de la Pléiade. Mais j'avais adoré ce roman, ce personnage qui est persuadé qu'on perd du temps la nuit avec des avions alors qu'on en gagne sur le train lorsqu'on livre du courrier, et donc il veut faire prendre des risques fous à ses pilotes en leur faisant voler de nuit, pour livrer le courrier. Une histoire comme ça, toute simple, toute banale, mais qui est d'une profondeur incroyable, qui dit beaucoup sur la conviction qu'ont ces hommes-là d'avoir une idée monumentale, jusqu'où ils sont prêts à aller, jusqu'au sacrifice de certains hommes, que sais-je, peu importe, pour lui, la cause est au-dessus de tout. C'est très symbolique, c'est très métaphorique en roman, c'est extraordinairement bien écrit. Enfin, franchement, le style est merveilleux d'Antoine de Saint-Exupéry. Ceux qui ne connaissent que Le Petit Prince, qui se sont arrêtés, qui se sont dit « Bon, Le Petit Prince, c'est sympa, mais c'est un peu niais, c'est pas trop pour des adultes, Saint-Exupéry », lisez ses romans, hein, que ce soit Pilote de guerre ou là, Vol de nuit. Franchement, c'est un romancier et un styliste génial. Et moi, ce court roman, parce qu'il est très court, Vol de nuit, m'a beaucoup ému. Martin Eden de Jack London. J'en ai parlé sur cette chaîne, donc là aussi, je vous encourage à aller voir mes dernières vidéos pour voir où est-ce que j'en ai parlé plus longuement. Un personnage très attachant, une ode à la littérature, un personnage féminin qui est à la fois détestable puis touchant, et lui c'est pareil, au début on est très attaché par ce Martin Eden, et puis c'est un récit très autobiographique d'abord de Jack London, et puis pendant un moment on s'en détache un peu, on le trouve presque parfois agaçant, plus très touchant, et puis il y a encore une fois, comme dans plusieurs romans de cette vidéo, une fin géniale, une dernière phrase. Alors on connaît certaines premières phrases très connues de l'histoire de la littérature, des dernières phrases beaucoup moins, mais la dernière de celle-ci, dans cette version voilà, de chez Libretto, dans cette édition, que je trouve belle à la fois et qu'on m'a dit qu'était peut-être la plus fidèle à l'esprit du roman. La dernière phrase est très touchante, très marquante, et je m'en souviens encore. Voilà. On se souvient, encore une fois, et je sais que certains sont très marqués par certaines premières phrases, mais vraiment la dernière phrase celui-là est géniale. Voilà. Donc Martin Eden de Jack London, 3e de cette année 2023. Alors pour le deuxième, je vais être encore plus court, mais c'est ma dernière lecture de l'année, c'est fou. Ma dernière lecture de l'année, donc Le Pavillon d'Or de Yukio Mishima. Je ne sais plus où je l'ai mis, voilà, je l'ai rangé dans ma bibliothèque, ça doit vous arriver aussi, j'imagine, si vous avez plein de livres aussi. Moi j'ai une bibliothèque avec lesquelles parfois j'en peux en mettre derrière, et là en fait j'ai essayé de le trouver. J'ai mis 10 minutes, puis au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, hein, je ne vais pas passer trop de temps à le chercher, je vous le mettrai là à l'écran. Cette fois-ci, il n'y a pas de risque vraiment, parce qu'il n'y a pas d'autres images là. Donc à moins que, franchement, je sois un génie du montage et que j'arrive à le mettre derrière moi alors que c'est pas possible, non, là ça va bien apparaître là, je vous rassure, mais là j'ai pris quand même le prochain livre de Mishima que je compte lire, parce que ça m'a donné envie d'en lire d'autres, donc Confession d'un masque de Yukio Mishima, je vous le mets à l'écran. Mais sinon je vais bien parler du Pavillon d'Or, mais là je vais être très court parce que j'en ai fait 2 vidéos, à la fois sur ma chaîne où j'ai consacré mon avant-dernière vidéo sur ce livre, et à la fois sur la chaîne d'Axel et Flo, comme je vous l'ai dit, on a parlé pendant 45 minutes du Pavillon d'Or. Donc voilà, un chef-d'œuvre incroyable, là aussi une fin très marquante, un style fou et une capacité à se mettre dans l'esprit de ce Moziguchi qui avait incendié le Pavillon d'Or, qui était un chef-d'œuvre patrimonial japonais. Enfin, voilà. Tout est bon dans ce roman, dans le Pavillon d'Or, tout est beau. Cette haine de la beauté qui résulte sur quelque chose d'absolument magnifique. Voilà, donc j'en dis pas plus, Le Pavillon d'Or de Yukio Mishima, et on passe maintenant à la première place. Quel est le roman que j'ai préféré dans cette année 2023? Eh bien, très étonnamment, le deuxième, Le Pavillon d'Or, c'est le dernier roman que j'ai lu de l'année 2023, et bien le premier,
c'est le tout premier que j'ai lu de l'année 2023. Le tout premier que j'ai lu, finalement, ça a été mon préféré. Il n'y en a pas eu d'autre. Vous savez, c'est un peu comme Romain Gary, La promesse de l'aube. Il nous dit « La vie vous fait une promesse à l'aube, avec l'amour maternel, qu'ensuite la vie ne tient jamais. » Eh bien, c'est un peu pareil avec donc Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, qui a été le tout premier roman que j'ai lu en cette année 2023 et qui n'a pas été égalé par la suite. Incroyable parce qu'il y a ce personnage... Heathcliff, je ne sais pas si je le prononce bien, moi je l'ai dans cette version, je ne sais pas vous dans quelle version vous l'avez lu, ou peut-être directement en anglais, mais ce personnage Heathcliff qui parce que il a ressenti une humiliation sociale et un amour trahi et déçu, il va sombrer dans le mal, dans le maléfique, dans le terrifiant le plus profond, et peut-être l'un des romans les plus noirs que j'ai pu lire à travers ce personnage, et jusqu'où il est prêt à aller pour faire le mal et pour se venger de cette humiliation sociale. Certains y voient une histoire d'amour, peut-être, mais alors l'histoire d'amour elle dure pas longtemps, parce qu'après ça devient pas du tout une histoire d'amour, ça devient presque une histoire gothique, presque fantastique, parce que ce Heathcliff il est tellement malveillant, tellement j'ai l'impression qu'il est partout, qu'on a l'impression qu'il n'est plus très réaliste, au bout d'un moment il n'est plus très réel, ça devient presque irrationnel comme roman, parce que c'est une ombre comme ça qui plane. Ça me fait penser un peu, actuellement je lis Dracula, j'ai un peu la même impression avec Dracula que Heathcliff. Dracula est un vampire, mais Heathcliff aurait tout à fait pu être une bête, tellement plus le roman avance, et moins il est tangible, moins il est humain. Et il y a cette fin qui est très étonnante parce que elle est complètement différente de toutes celles dont j'ai parlé aujourd'hui, mais elle est presque à rebours de ce qu'on lit pendant tout le roman. Je vous en dis pas plus. Je serais très intéressé d'en discuter avec certains d'entre vous qui ont pu aimer ou pas aimer le livre. Donc là encore une fois, je vous mets le lien de mon Discord pour venir en parler ou de mes réseaux sociaux. Venez en parler avec moi directement, peut-être pour ne pas là aussi gâcher la lecture des gens en commentaire. Mais je serais très intéressé d'en parler. J'ai été vraiment très marqué. J'en ai parlé pendant des jours, et même après l'avoir terminé, je ne sais pas si ça vous le fait. Alors déjà, je prends souvent une pause dans les fêtes de Noël et du Nouvel An en termes de lecture, mais là encore plus. Il m'a tellement marqué, m'a tellement glacé ce roman que pendant 4-5 jours, j'ai pas pu en lire d'autres. J'étais vraiment à fond dedans. J'ai même hésité à le relire. Après, je me suis dit, bon, non, quand même pas. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a eu des films. Si certains d'entre vous peuvent me conseiller des bons films qui ont été adaptés de ce roman. Enfin bref, voilà. C'est le numéro 1, presque sans hésitation. Donc, lorsque j'ai fait le classement, ça s'est plus joué mon hésitation entre les autres. Comment agencer le classement des autres. Mais celui-là, j'ai pas hésité un seul instant. C'est vraiment... le plus grand chef-d'œuvre que j'ai pu lire en cette année 2023. Voilà pour cette vidéo, elle est enfin arrivée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai peut-être fait découvrir des romans ou redécouvrir certains. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement ou si même certains membres de ce top 10, vous n'avez pas du tout aimé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on peut en échanger. Si vous voulez aller plus loin dans l'échange, encore une fois, et en parlant de certains éléments précis du roman, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et le Discord. Et puis voilà, il y a toujours mon podcast aussi, dont je vous mettrai le lien que vous pouvez aller écouter. Et puis on va essayer d'être plus régulier en cette année 2024, et j'y crois. Voilà, j'ai plusieurs projets, j'ai plusieurs choses à vous dire pour cette année 2024, plusieurs choses à vous montrer. Donc ça va être super. Voilà, moi je suis très enthousiaste par cette année qui arrive littéraire. J'espère que vous aussi. Voilà, on a des projets en commun avec donc la lecture de la Comédie humaine de Balzac, mais il y a aussi les Rougon-Macquart que je vais lire petit à petit. Je vais bientôt y consacrer un podcast d'ailleurs pour Rougon-Macquart. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui vont arriver. C'est génial. Enfin, franchement, vive la littérature. Prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir.